Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire les manipulations pour une expérimentation de radioactivité. Évidemment, c'est beaucoup moins agréable et intéressant que si c'était vous-même qui preniez les résultats et qui manipuliez le matériel, mais dans les circonstances que nous vivons présentement, ce sera de se contenter de la galette au lieu du gâteau. Donc, la galette, c'est moi. Alors, je vous présente le matériel pour faire cette expérimentation-là. On a besoin d'un compteur Geiger ou compteur Gégère, qui est le petit truc noir ici, que j'insère dans son support. C'est un support, dans le fond, qui va me permettre de placer l'échantillon radioactif puis de détecter le nombre de particules alpha, bêta ou gamma qui vont rencontrer le détecteur. Donc, le nombre de comptes, on dit les comptes, soit sur 15 secondes, soit sur 60 secondes. On a ces deux options-là. Alors, le détecteur, on le voit bien avec son grand fil, va être branché dans ce boîtier, la Quest Mini, dans le canal digital. Le boîtier lui-même doit être alimenté. J'ai branché dans la prise murale courant alternatif. Puis, il y a encore un autre branchement avec le troisième fil qui mène à l'ordinateur. Donc, c'est un système d'acquisition numérique là, assez banal, assez simple. Les sources radioactives, je vous les présente tout de suite. On aura deux sources radioactives qui vont être utilisées. La première, c'est une petite pastille qui encapsule un échantillon de thallium-204, qui est un élément radioactif qui émet des particules bêta. Et puis l'autre source radioactive, ce sera une source, c'est la source solide qui est ici, dans laquelle, par rapport à laquelle je vais faire une dilution avec un acide, puis le liquide qui va en sortir sera déposé dans un petit verre de montre pour supporter le liquide, puis on pourra placer le liquide radioactif sous le détecteur pour enregistrer la décroissance de l'activité radioactive de cet échantillon-là. On va mesurer la demi-vie de cet échantillon-là. Puis l'autre source, la première dont je vous parlais, c'est la source de rayonnement bêta, va nous servir à enregistrer comment varie finalement la radiation détectée lorsque j'éloigne la source du détecteur ou si j'éloigne le détecteur de la source, c'est tout à fait équivalent. On devrait retrouver la fameuse loi du carré inverse pour n'importe quelle source qui émet de manière isotrope dans l'espace. Allons voir ça. Première étape, bon, le branchement est tout fait. J'ai un logiciel d'acquisition que je vais aussi vous montrer. Je le démarre tout de suite, puis je vous montre ce que ça donne à l'écran. On va voir ça. OK, ça c'est l'environnement de travail avec lequel on va enregistrer les données. Ce qu'on a au centre finalement, c'est une aire où il y aura l'enregistrement des données, ou lorsqu'on aura une présentation graphique. En fait, les valeurs numériques vont être affichées dans la partie qui est juste ici à droite de l'écran. Puis les contrôles sont juste ici à gauche de l'écran, où est-ce que je vais choisir finalement, je vous montre de plus près, l'expérience qu'on va réaliser. En réalité, je vous ai dit qu'on en faisait deux enregistrements, mais il y en aura un troisième, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond, dans le fond, ça le dit bien, c'est l'activité radioactive environnante. Il y a de l'activité radioactive naturelle ici dans le local. On veut l'enregistrer et puis on va pouvoir faire la soustraction parce qu'il y a une coche ici, une case qui est cochée pour faire la soustraction du bruit de fond de tous les enregistrements subséquents. On veut éliminer la portion de ce signal-là qui vient de l'activité naturelle dans le local et puis conserver seulement le phénomène à étudier. Donc, première expérience, ce sera bruit de fond. Ensuite, on va faire la loi du carré inverse, puis je terminerai avec l'enregistrement pour déterminer la demi-vie de mon échantillon radioactif liquide. Ensuite, l'autre contrôle qui vient juste en dessous, on va le laisser tout au long à CP15. J'ai l'option CP30 et CP60. En fait, ça me dit pendant combien de temps on cumule les résultats. Étant donné que je vais garder la vidéo plutôt courte, le CP15 sera choisi, mais pour des résultats meilleurs, on devrait enregistrer sur 30 ou sur 60 secondes. Le nombre de répétitions dépendra de l'expérimentation. Par exemple, pour la demi-vie, on voudra enregistrer à tous les 15 secondes sur une dizaine de minutes. Donc, si on fait 4 enregistrements par seconde, ça en prendra 40 en tout. On mettra 40 répétitions ici. Alors, commençons tout de suite avec, finalement, la première expérience, c'est le bruit de fond. Je sélectionne bruit de fond, j'enregistrerai le bruit de fond en cumulant pendant 15 secondes, 5 répétitions pour en faire une jolie moyenne. Et quand je suis prêt, j'appuie sur démarrer. Puis on voit la barre du progrès ici.
et les résultats dans la section bruit de fond à droite de l'écran vont s'enregistrer. Je vous laisserai le temps de noter dans vos cahiers le résultat obtenu. Donc, première mesure de bruit de fond a indiqué 2 détections. C'est normal que ce soit plutôt bas. On va voir tantôt quand il y a une source radioactive à proximité du détecteur que le nombre de comptes en 15 secondes va beaucoup être supérieur à ça, mais il faut soustraire 2. Ensuite, on a obtenu 4 détections pour le 15 secondes suivant. Il y a des fluctuations dans la radioactivité naturelle. On a obtenu 1 compte pour le 3e enregistrement de 15 secondes. Tiens, pendant qu'on attend pour le dernier enregistrement, je vous démontre qu'il y a effectivement absence de source radioactive à proximité du détecteur. C'est vraiment l'activité radioactive environnante qui est présentement enregistrée. Puis le dernier résultat pour le 5e enregistrement de 15 secondes a indiqué une valeur de 2. Je vous montre les résultats de manière plus détaillée. Vous allez pouvoir les recopier au besoin. 2, 4, 1, 0 et 2. Et puis la moyenne sur 15 secondes a donné 1,8 comptes. La moyenne sur 30 secondes, 3,6. Puis la moyenne sur 60 secondes serait 7,2. On multiplie évidemment par 2 puis par 4. Ça veut dire ça que le compte en 15 secondes moyen pour le bruit de fond est à 1,8. Tous les résultats subséquents enregistrés sur 15 secondes vont être réduits de 1,8 pour tenir compte de la moyenne de l'activité radioactive naturelle dans le local. OK, on est prêt pour le premier enregistrement d'une expérience en tant que telle. Ce qu'on va vouloir faire, c'est la loi du carré inverse. Je dépose ici. Pardon. Je vais devoir placer ma source radioactive sous le détecteur. Aïe, aïe, aïe. La petite caméra ne veut pas m'aider. Alors, ma source radioactive, je viens la placer tout d'abord à 1 cm sous le détecteur. Source radioactive que je viens glisser dans la toute première fente sous le détecteur. Donc, je sais qu'actuellement, il y a 1 cm entre le détecteur et la source. Je l'indique dès qu'on va démarrer l'activité d'enregistrement. Dès que je fais démarrer, j'ai une petite boîte qui me demande quelle est la distance en centimètres par rapport au détecteur. J'indique 1, puis je dis OK. L'enregistrement démarre, on voit le progrès. Puis, il y a la section de l'inverse du carré ici, où on va voir le premier résultat apparaître. Donc 96,2, on a compris qu'on a retiré 1,8, d'où la valeur décimale. Ensuite de ça, je prends l'échantillon et je le déplace à la fente d'en dessous 2 cm. Donc 2 cm est à la distance. On me demande à nouveau la distance, j'inscris maintenant 2, puis je dis OK, l'enregistrement démarre. « 15 secondes plus tard, étant donné qu'on a éloigné la source, on voit bien le résultat a baissé à 32,2. Je vais indiquer tout de suite 3 cm. Je bouge l'échantillon à 3 cm. Puis, OK. « 4 cm le prochain enregistrement. J'ai fait les 4 premiers centimètres. Ensuite, je vais faire des bonds de 2 cm, encore là pour couper un peu dans le temps. Mais étant donné que la chute, elle est très rapide quand on est dans les premiers centimètres près de la source, c'est important d'y aller 1 cm à la fois.
Mais ensuite, cette relation-là devient avec un taux de variation beaucoup moindre, donc je peux me permettre de faire des espacements de 2 cm. J'ai indiqué 6 cm, puis je vais descendre de 2 coches dans le support. Je suis à 6 cm. Puis OK. Je vais en profiter pour enregistrer déjà ou recopier les 3 premiers résultats. On a 96,2 pour 1 cm, 32,2 pour 2 cm, 20,2 pour 3 cm, puis 7,2 pour 4 cm. On vient de trouver 6,2 à 6 cm. Je vais à 8 cm. Pour 8 cm, le résultat, bon, je n'y ai pas accès, mais on va aller le trouver. Et puis, ce que j'ai constaté, par contre, c'est que maintenant, sur 15 secondes, on enregistre des valeurs très faibles de 6 ou 7 là, dans les 2 derniers résultats. On est très près de la valeur du bruit de fond, donc il est presque temps de c'est peut-être plus la peine, mais je vais en faire un supplémentaire à 10 cm. Si la source est trop loin du détecteur et puis que le signal enregistré est du même ordre que le bruit de fond, on comprendra qu'on n'a pas la nécessité d'enregistrer jusqu'à 50 cm entre la source et le détecteur. Notre source n'est pas suffisamment intense. OK, puis on voit bien la courbe s'aplanir. Je ne sais pas si vous voyez les points dans le graphique. C'est un graphique finalement de nombre de désintégrations en fonction de la distance. Et puis je peux appuyer sur arrêter. C'est fait pour cet enregistrement-là. Ensuite, on retire la source, la pastille qui émet les radiations bêta. Je vais diluer mon échantillon solide dans mon verre de montre. Voilà. Puis je déplace mon échantillon liquide. Et dès qu'il va être en place, je me dépêche un peu pour démarrer l'enregistrement parce que cette source-là a une demi-vie plutôt courte. On se donne une chance en plaçant l'échantillon le plus près possible du détecteur, c'est fait. On change l'expérience pour l'expérience de demi-vie, toujours à coup de 15 secondes. Puis on avait dit tantôt, sur 40 secondes, il y a 40 répétitions de 15 secondes, ça fera 10 minutes. Puis on démarre. Premier résultat a donné une valeur de 2020 détection en 15 secondes. Le second 15 secondes a donné 1930, donc on voit qu'il y a une réduction, puis pourtant on n'a pas décalé l'échantillon en termes de distance, ce n'est que par sa désintégration radioactive que l'échantillon perd en activité. On est dans les 1750 pour le troisième bond de 15 secondes. Je vous afficherai à la toute fin tous les résultats compilés en un seul tableau sommaire. Puis le graphique se construit graduellement en accumulant les résultats à tous les 15 secondes. On s'attend à avoir une courbe de décroissance exponentielle.
Le résultat de 105 secondes vient de s'inscrire, qui est aux alentours de 1325. On est sous la barre des 1000 détections par 15 secondes après 165 secondes écoulées. Maintenant, 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Il s'agira pour vous de reprendre ces résultats-là puis de reconstruire le graphique tel qu'on le voit là pour en déduire l'expression avec l'exponentielle qui nous permet d'établir la constante de désintégration puis éventuellement par calcul la demi-vie de l'échantillon. Je vais stopper l'activité d'enregistrement après 5 minutes plutôt que les 10 minutes prévues, question de limiter la taille de la vidéo. La grosseur du fichier viendra avec. Donc au bout de 300 secondes, on a notre 5 minutes. On va supposer que le nombre de points est suffisant pour en venir à nos fins. J'ai arrêté l'expérimentation. Je suis prêt pour exporter tous ces résultats-là depuis le début avec le bouton Copier qui est en haut à gauche ici. J'ai déjà une feuille qui est prête. Alors, je vous donne la chance de prendre en note tous ces résultats. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, puis recopier dans ces résultats-là dans vos données à vous. Alors, c'est tout. L'expérience est complète. Vous pouvez maintenant faire le graphique nécessaire pour démontrer la loi de l'inverse du carré de la distance et puis déterminer aussi la constante de désintégration puis la demi-vie de cet échantillon radioactif. Je vous remercie pour votre écoute, puis bon travail.